Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici les principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite aujourd'hui en première région militaire à Blida pour superviser un exercice tactique avec munitions réelles. L'école de pêche et d'aquaculture d'El Qala introduit de nouvelles spécialités dans son programme. Elle forme des marins pêcheurs et des techniciens en aquaculture. Le premier tronçon de la route d'évitement de Cherchell livré, la deuxième tranche en cours d'achèvement, ce qui permettra une meilleure gestion du trafic routier, notamment à l'approche de la saison estivale. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a procédé hier à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. À ce titre, sont nommés walis messieurs Brad'i Abdelkader wali de Larwat, Bouzegza Lounès wali de Betna, Suida Abdelhaq wali d'Alger, Belkateb Mohamed wali de Sétif, Yahya Wali de Boumerdes, Harfouch Ben Arar Wali del Taref. Par ailleurs, sont nommés également Wali délégués messieurs El Goussem Ammar, Wali délégué de Dar el Baïda, Sheib Dour Ben Abdallah, Wali délégué de Tougourt. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue aujourd'hui une visite de travail en première région militaire à Blida. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles exécuté par la 12e division d'infanterie mécanisée visant le contrôle de la deuxième phase de la préparation au combat. Le général de corps d'armée tiendra également une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la première région militaire. Et réunion ce matin du comité central du parti du Front de Libération Nationale, le FLN. Ça se passe au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. On y revient plus en détail dans nos prochaines éditions. Et le PDG du groupe Cévital, Yes'ad Darbrab, a été placé sous mandat de dépôt. L'homme d'affaires a comparu hier après-midi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'une enquête anticorruption. L'homme d'affaires a été présenté devant le procureur de la République pour répondre des chefs d'accusation de fausses déclarations relatives aux transferts illicites de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements et importés, ainsi que l'importation de matériel d'occasion, alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires. Par ailleurs, la même brigade a interpellé dimanche les hommes d'affaires Kouninef, les frères Reda, Abdelkader, Karim et Taraq, suspectés de non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics, trafic d'influence avec des fonctionnaires publics pour l'obtention, de privilèges et de détournement de fonciers et de concessions. Les suspects seront présentés devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed une fois l'enquête finalisée. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Oran 2 éléments de soutien au groupe terroriste. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a appréhendé à Tamanrasset 21 orpailleurs et saisi
2 véhicules, 3 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que d'autres détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté à Ingizem 22 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1322 unités de produits pharmaceutiques et divers objets également. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tébessa un narcotrafiquant en possession de 5,3 kg de kiff traité, 400 comprimés psychotropes ainsi que 520 cartouches et 38 kg de produits servant dans la confection de cartouches. Par ailleurs, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrast et Tlemcen. Et nous irons à présent à Al-Qala, où l'école de pêche, pêche et d'aquaculture forme des marins pêcheurs depuis le début des années 80. Elle a introduit récemment de nouvelles spécialités dans son programme. Elle forme aussi des techniciens en aquaculture, nous dit Saïda Mayouf. Comme le nœud est un élément essentiel pour le pêcheur, l'école de pêche d'Al-Qala consacre tout un encadrement pour les stagiaires à cet effet dans la salle dédiée au ramandage. J'arrive de Annaba, j'effectue un stage de 6 mois, j'aime beaucoup ce métier. Là, j'apprends à ramander les filets de pêche. Celui-ci, par exemple, est à double face. L'école de formation technique de la pêche et d'aquaculture d'Al-Qala fait appel également à des méthodes de simulation de machines afin de permettre aux marins pêcheurs de pouvoir faire face à tout problème pouvant survenir sur le navire. C'est un simulateur machine qui simule plusieurs systèmes ou plusieurs scénarios de tout ce qui se passe à la machine. Avec les stagiaires, on peut injecter n'importe quelle panne. Et le stagiaire, il faut résoudre le problème avec un temps limité. La simulation de navigation par tous les temps afin de braver tous les aléas climatiques est également au programme des cours dispensés. On enseigne les stagiaires à conduire le bateau et aussi à pêcher. On crée des simulations d'entrée, par exemple. Maintenant, il fait l'entrée de port. Entrée et sortie de port, on fait dans toutes les conditions possibles, par exemple dans le beau temps, dans le mauvais temps, dans la visibilité réduite, comme ça pour qu'ils apprennent à conduire le bateau dans tous les états. J'adore le métier navigation de pêche. Ça a toujours été mon rêve d'exercer ce métier d'exception. J'ai toujours été au contact de marins pêcheurs et aujourd'hui, c'est mon rêve qui se réalise. Créé en 1983, l'IFTPA d'Al-Qala n'a eu de cesse de former les futurs professionnels de pêche, mais actuellement également des techniciens en aquaculture et en pisciculture, mais pas seulement. Ça fait 15 jours qu'on a formé pour la wilaya Delta à peu près 74 aquaculteurs pour l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture, ce qu'on appelle la pisciculture. On a formé aussi pour les wilayas du sud, pour 5 wilayas du sud, dont Galma, à Oued Souf, Biskra, Loued et Tamarrasset. On a formé à peu près 90 des agriculteurs dans la pisciculture. Ce qui distingue un tout petit peu notre école par rapport aux autres, c'est qu'elle est une école aussi de plongée professionnelle. Et nous sommes les seuls sur le Maghreb, la seule école de plongée professionnelle au Maghreb et la deuxième en Afrique après celle de Johannesburg de l'Afrique du Sud. Nul doute, l'école de pêche contribue pleinement à l'essor du secteur de la pêche grâce à la formation dispensée, notamment dans le domaine de la pêche continentale. Et on revient sur la réunion qui se tient en ce moment, donc la réunion du comité central du parti du FLN au Centre international des conférences Abdellatif Rahel à Alger. Donc la réunion est placée sous haute tension entre opposants et alliés à l'élection d'un nouveau secrétaire général du parti. 347 membres ont été présents, dont une bonne partie
protestent la légalité de l'élection selon ce que stipulent les règlements intérieurs du parti. Et on y revient avec plus de détails dans nos prochaines éditions. L'exportation des escargots, une activité lucrative très peu connue en Algérie. Pourtant, notre pays en exporte des centaines de quintaux par an. L'Algérie est considérée comme le premier exportateur à travers le monde. Ils sont quelques 10 regroupeurs exportateurs à travers tout le nord du pays. Notre collègue Abdelmajid Benkassi a rencontré l'un d'entre eux du côté de Bouchegouf, pas très loin de la wilaya de Guelma. Regardez ce reportage. Un petit animal hermaphrodite très peu connu peut-être dans notre art culinaire en Algérie. Pourtant, il est très riche en protéines. Ce petit animal que l'on récolte dans les champs ici en Algérie, un peu partout, dans toute l'étendue du territoire, est exporté vers l'Europe. Et c'est à Bouchegouf, à quelques 35 km au nord-est du chef-lieu de wilaya de Guelma, que nous avons rencontré Mohamed Fawzi, un exportateur d'escargots. Une activité qu'il pratique depuis près de 30 ans. Nous faisons des escargots destinés exclusivement à l'exportation depuis 28 ans. Les escargots que nous travaillons, il s'agit de 3 variétés. Eryx aperta, Eryx aspersa, Eryx vermiculata, que font également des collègues, il s'agit d'une dizaine d'exportateurs. Cette activité a permis de créer des embauches et ça a permis également de faire entrer des devises grâce à ces exportations hors hydrocarbures. Et nous sommes le premier pays exportateur d'escargots au monde. C'est extraordinaire, cette activité qui rapporte 3 millions de dollars annuellement aux Algériens et à l'Algérie. Des devises, qui l'aurait cru, 3 millions de dollars, bien sûr dans une activité qui offre de l'emploi en ces temps difficiles à plusieurs centaines de jeunes Algériens. Le nombre de personnes qui touchent dans cette activité dépasse largement les 860 personnes qui sont hautement rémunérées. Aujourd'hui, nous parlons des escargots qui seront livrés en France et en Italie. Et nous faisons dans des pics jusqu'à 100 quintaux par semaine qui sont transférés depuis Bouchegouf, Alger, puis un avion qui les prend à destination de Rome pour arriver finalement en Sardaigne et une grande partie ira en Espagne. Pour ce qui est des escargots aperta, que nous travaillons dans une quinzaine de jours, ils sont destinés également en Italie et une partie, 30% de la quantité, est destinée aux États-Unis. Je m'y plais depuis le début et puis comme c'est une activité avec mon père, je suis obligé de m'y faire. C'est un travail qui me convient et puis c'est agréable de travailler ici, surtout que je suis bien payé. Une activité qui certes fait rentrer des devises, mais les exportateurs n'ont pas manqué de nous parler des difficultés à rapatrier leur argent. Un problème qui doit trouver des solutions auprès des banques. Céréaliculture à présent dans la wilaya d'Oum-le-Bouaqi. Dans cette région à vocation agro-pastorale, la production de céréales s'annonce moyenne pour cette année. Les 2 coopératives que compte la wilaya s'activent pour augmenter la production annuelle, nous dit Amel Messaïd. Vu sa situation géographique, Ombouagui est à vocation agro-pastorale. Ainsi, la céréaliculture détient 60% des terres agricoles de la wilaya. Mais la production est directement liée à la pluviométrie. La précipitation, généralement, elle varie entre 300 et 350 mm. S'il y a une bonne répartition, nous aurons une bonne production. Et s'il n'y a pas une précipitation et une mauvaise répartition, donc on risque d'avoir une année blanche. Pour l'année 2018, c'est une année presque moyenne. Nous avons récolté
2 150 000 quintaux. Donc nous la considérons comme une année moyenne. Et pour ne pas avoir d'année blanche, l'État a mis en place des CCLS, les coopératives des céréales et légumes secs, afin d'assurer une répartition équitable. La régulation de la semence se fait au niveau national. C'est l'OIC qui assure la semence à tous les organismes ou à toutes les coopératives. Donc, premièrement, on a l'approvisionnement des minoteries. On a 4 moulins à Mbouagui. On approvisionne les éleveurs par l'orge de consommation. Et on a fait les transferts vers d'autres organismes ou d'autres wilayas. Classée deuxième en termes de superficie agricole après Tiaret, la wilaya d'Mbouagui est très loin du podium en termes de production cette fois-ci, en se classant à la 12e place. Les meilleures wilayas sont les wilayas qui sont situées dans la zone soit humide, soit subhumide. Lors du tournage, nous avons pu visiter une ferme pilote dont les résultats sont plus que satisfaisants. Nous avons comme programme déjà réalisé donc 100 hectares de blé dur, 328 hectares de blé tendre, 500 hectares d'orge et 300 hectares de fourrage. Nous disposons également d'une section de l'élevage ovin avec 1880 têtes de la race Ouled Jillal. Pour rappel, Mbouagui dispose de 2 CCLS dont le rôle est de collecter, conditionner, distribuer et commercialiser les céréales, et ce en plus de l'encadrement et l'assistance des producteurs. Et on reste avec les céréales, mais cette fois-ci du côté de la vallée de Ouedrir et plus précisément à Ouergla, connue à l'échelle mondiale pour la production pétrolière et gazière. Mais elle s'est découverte une nouvelle vocation dans la production des céréales grâce à l'implication de plusieurs investisseurs locaux. Adel Bouhames. Grâce à ses innombrables potentialités, Ouergla est en passe de devenir un pôle agricole de premier ordre, notamment dans le domaine de la céréaliculture. Ouergla est réputée certes pour la production pétrolière et gazière. Aujourd'hui, elle se découvre une nouvelle vocation grâce aux investisseurs bien soutenus par les pouvoirs publics. En effet, le programme de soutien au développement agricole est pour beaucoup dans la réussite de l'agriculture à Ouergla. Un programme qui a permis aux agriculteurs de disposer des dernières nouveautés dans le domaine de l'irrigation, malgré la persistance de quelques entraves. Ce que vous voyez là n'est que le début. L'avenir sera certainement meilleur. Il nous est difficile d'investir dans de telles conditions. Nous ne disposons ni d'électricité ni de pistes agricoles. Nous venons de donner le coup d'envoi du projet d'électrification ainsi que celui de la réalisation des pistes agricoles. Ces projets consistent en la réalisation de 80 km de pistes et de réseaux d'électricité au profit de la wilaya. La coopérative des céréales et des légumes secs, plus connue sous l'appellation de la CCLS, œuvre à accompagner ses investisseurs sur le terrain en vue d'assurer une production abondante et de qualité. Dans le but de fructifier ces grandes surfaces, l'OAIC envisage d'implanter des silos au niveau de cette zone. Pour cette nouvelle saison, nous mettrons au profit des céréaliculteurs 9 moissonneuses et 3 tracteurs. La réception de la production s'effectuera 24 heures sur 24. Un accompagnement qui devrait inciter les céréaliculteurs à s'investir davantage dans une filière en plein essor. Et grâce à son agence régionale de la wilaya d'Adrar, l'ANSEJ a réussi un pari, celui de contribuer à la dynamique économique de toute une région. En atteste la création de plus de 3800 micro-entreprises grâce au crédit ANSEJ, des micro-entreprises qui ont permis à pas moins de 10 000 jeunes de la région d'échapper au spectre du chômage, nous dit Karim Maïfa. Grâce à un crédit de l'ANSEJ, Hamza, fraîchement diplômé de l'Institut de formation professionnelle d'Adrar, a pu réaliser son rêve
la création d'une micro-entreprise spécialisée dans la pâtisserie. J'ai sollicité l'aide de l'ONCEJ qui m'a facilité la tâche. J'ai pu acheter tout le matériel grâce au crédit de l'agence. J'ai embauché également quelques jeunes grâce à un contrat avec l'Institut de formation professionnelle de la région. En revanche, j'ai rencontré quelques difficultés, notamment pour la location de mon local actuel. Je demande donc à la collectivité locale de m'aider avec un local bon marché. Hamza m'a donné cette chance de travailler avec lui. Mon travail consiste à préparer toutes les commandes. Autre exemple de réussite, ce médecin orthopédiste qui a ouvert son cabinet médical grâce à un crédit ONCEJ. Résultat, un médecin qui travaille et des patients visiblement contents d'avoir un spécialiste près de chez eux. Mon objectif était de réduire la pression sur l'hôpital de la région ainsi que les souffrances des patients. Cela grâce à l'ONCEJ qui m'a permis de réaliser mon projet et de travailler à mon compte. Tout le monde vient chez lui car c'est l'unique orthopédiste privé de la région. هذه المرافقة أسفرت على تمويل 3833 مؤسسة مصغرة اللي L'ONCEJ a réussi à financer 3833 micro-entreprises qui emploient aujourd'hui plus de 10 000 personnes. L'ONCEJ qui a lancé depuis quelques mois l'enregistrement électronique des dossiers sans intermédiaire, des dossiers que les souscripteurs peuvent suivre à distance. Des micro-entreprises qui font marcher l'économie locale avec une véritable dynamique économique pouvant créer de la richesse à forte valeur ajoutée. Les travaux de réalisation du premier tronçon de la route d'évitement de Cherchell ont pris fin, ce qui permettra une meilleure gestion du trafic routier, notamment à l'approche de la saison estivale. Quant à l'état d'avancement des travaux de la deuxième tranche, il a atteint les 80%. Camélia Mellel. Avant, il y avait une seule route d'Alger jusqu'à Ténès et je ne vous dis même pas l'état désastreux de cette route. C'est une bonne chose pour les usagers de cette route. C'est un important acquis non seulement pour les habitants de cette région, mais aussi pour tous les usagers de cette voie. Grand soulagement pour les automobilistes empruntant cette route qui mène vers Cherchell, et ce après l'exploitation de la première tranche de ce tronçon réalisé sur une distance de 14 km. C'est le projet de déviation vers les deux villes de Cherchell et Sidi Riles sur une distance de 18 km et la deuxième partie est d'une longueur de 4 km. Le taux d'avancement du projet est de 80% et pour sa réalisation, cette route a nécessité une enveloppe financière de plus de 34 milliards de dinars. S'étendant sur une distance de 4 km, la deuxième tranche du tronçon compte notamment 3 ouvrages d'art réalisés avec des techniques modernes assurées par des compétences algériennes. Cela fait 4 ans que je travaille dans cette société chinoise et je viens de Médéa. C'est des ouvrages très élancés, à des hauteurs qui dépassent les 70 mètres, donc on doit les sécuriser. Ce projet, tant attendu par les Tipasiens, offre des perspectives économiques et commerciales pour la région grâce à la facilitation du transport des personnes et de marchandises vers les différentes localités de la wilaya. L'actualité internationale à présent, elle est résumée en bref par Naïma Haouch. Anéantie, l'île de 21 millions d'habitants rend hommage aux 310 personnes tuées aux attentats suicides du dimanche de Pâques, les pires qu'ait connu le Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. À Saint-Sébastien, les traces de la déflagration demeurent évidentes, statues brisées et bancs d'église réduits en miettes. 3 minutes de silence ont été observées ce matin pour laisser place aux messes funèbres dans une atmosphère lourde de chagrin. Au Soudan, l'armée au pouvoir exige la levée des barrages établis par des manifestants sur les routes menant à son quartier général à Khartoum, devant lequel comptent des milliers de personnes pour réclamer un gouvernement civil. Les manifestants rassemblés à cet endroit depuis le 6 avril pour réclamer le départ du président Omar el-Béchir exigent désormais la dissolution du Conseil militaire de transition. L'Égypte a convoqué un sommet africain pour évoquer en urgence les crises au Soudan et en Libye.
Les États-Unis mettent fin aux dérogations qui permettaient encore à 8 pays d'acheter du pétrole iranien. Le président américain entend ainsi porter à zéro les exportations de brut iranien et priver le pays de sa principale source de revenus. La Chine a fait part de sa ferme opposition à la mise en œuvre de sanctions unilatérales. Au Costa Rica, le plan de décarbonisation lancé par le président Carlos Alvarado propose une transformation de l'économie basée sur les énergies renouvelables. Objectif, que l'industrie, l'agriculture et l'élevage fonctionnent avec des sources d'énergie non polluantes et que la forêt couvre 60% du territoire national. De plus, le plan veut moderniser la gestion des déchets et réformer la taxe verte sur les ventes de carburant et de voitures. Et on termine par la culture. C'est le mois du patrimoine et en cette occasion, l'Office national du parc culturel du Tassili-Najer a organisé une exposition dédiée justement au parc du Tassili-Najer, une manière de présenter ce patrimoine culturel inestimable aux touristes, mais aussi aux citoyens et les sensibiliser quant à l'importance de préserver et de protéger ce site. Hassiba Abdallah. Le musée du Brina Janet est l'un des espaces choisis pour raconter l'histoire du Tassili-Najer durant ce mois du patrimoine. L'exposition a pour but de présenter le parc, ses activités et les différentes manières possibles de protéger ce patrimoine. L'Office national du parc culturel du Tassili-Najer a été créé en 1972 et a été classé par l'UNESCO en 1982 patrimoine mondial. La protection du patrimoine culturel est le slogan du mois du patrimoine de cette année. Pour ce faire, le travail des douanes algériennes et de la police des frontières est mis en avant dans cette exposition. Et les visiteurs du musée découvrent alors le rôle et la mission de ces deux corps. Nous utilisons pour cela tous les moyens humains et matériels dont nous disposons. Nous organisons souvent des sorties sur le terrain avec l'Office du patrimoine culturel du Tassili. Comme vous voyez ici, nous avons des pièges pour animaux que nous avons récupérés sur place. Pour protéger les animaux du parc, nous avons enlevé tous ces pièges. En parallèle de cette exposition, des sorties touristiques sont organisées par la tutelle afin de sensibiliser un maximum de personnes quant à l'importance du Tassili-Najer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube.